Aïe, 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 aïe. Bon. Donc, bonjour à tous. Nous allons commencer. Donc, bienvenue à cette conférence de presse concernant l'état de situation du 24 mars sur la COVID-19. Prendront la parole aujourd'hui M. le maire Régis Labaume, accompagné de Mme Chantal Giguère, directrice générale adjointe de la qualité de vie urbaine et coordonnatrice municipale de la sécurité civile. Le tout sera suivi d'une période de questions. Nous avons des journalistes présents en conférence téléphonique. Donc, le principe sera question principale et sous-question par la suite pour un premier tour. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le maire. Merci. Alors, je veux tout d'abord dire à nos concitoyens et concitoyennes qu'on est très conscients, qu'ils sont inquiets et même très inquiets. Et comment ne pas être inquiet quand on ne sait pas de quoi sera fait demain? Évidemment, c'est un terrible sentiment et on le sent et on le sait. Chez certaines personnes, il y a même de plus en plus de détresse, particulièrement chez les personnes âgées et aussi parmi ceux et celles qui ont perdu leur emploi dans les derniers jours. Alors, nous le sentons et nous le savons. C'est une période très difficile, mais on doit se dire qu'il y aura une fin à ça. Je ne connais pas la date de la fin, mais il y aura une fin à ça et on peut pas être plus conscient et on doit répéter encore une fois comment il est essentiel de suivre les directives à la lettre du premier ministre Legault et du docteur Arruda. Ces gens-là prennent de bonnes décisions. Celles-ci sont réfléchies et surtout, elles sont basées sur la science. Et je veux de nouveau saluer leur leadership. Et la seule façon de voir la fin de cette pandémie, c'est d'être collectivement disciplinés, j'en suis convaincu. Et à la Ville, tout en espérant, tout en gérant le présent, nous travaillons aussi très fort à élaborer des scénarios possibles sur la suite des choses. Nous travaillons sur les scénarios des prochaines semaines et des prochains mois pour faire en sorte de soutenir l'économie et de redonner espoir à nos concitoyens et concitoyennes. Tout le monde dans cette organisation est à l'œuvre pour donner à la population le maximum de services de qualité malgré les circonstances difficiles. Je répète, nous sommes en contact constant avec la santé publique et les gouvernements et nous continuons à prendre des décisions basées sur la science. Et je veux rappeler à tous les dirigeants politiques du Québec et du pays, je veux leur rappeler notre solidarité parce qu'on le vit nous autres aussi sur le terrain. J'invite nos concitoyens aussi à ne pas hésiter à utiliser les services 211, 311 et 911 si vous avez besoin d'aide. Et nous souhaitons aujourd'hui faire le point sur notre gestion des derniers jours et sur l'application des directives gouvernementales sur les services essentiels. Tout d'abord, pour des raisons de non-nécessité et d'équité envers nos concitoyens et concitoyennes qui eux-mêmes ont perdu leur emploi, j'annonce que la Ville de Québec a mis à pied 2000 employés non réguliers depuis le début de la semaine dernière. 1600 personnes ont été mises à pied la semaine dernière et 400 additionnels aujourd'hui. Les mises à pied correspondent à 27 % du total des employés de la Ville. Notre capacité technologique est impressionnante et plus du quart des employés toujours à l'emploi de la Ville, c'est-à-dire les employés réguliers, sont en télétravail, c'est-à-dire à peu près 27 % des employés. 3200 employés sont actuellement en service essentiel et 275 de ces 3200 sont en disponibilité ou sur appel. Ça veut dire que la quasi-totalité des 5300 personnes à l'emploi de la Ville, c'est-à-dire les employés réguliers, sont au travail.
Quant aux services essentiels assurés actuellement, je vais me permettre de décliner la liste. Les services essentiels assurés sont évidemment les services reliés au traitement et à la distribution de l'eau potable, les services reliés au traitement des eaux usées, de la réparation et de l'entretien essentiel des conduites d'aqueduc et d'égouts, au dégagement et à la réparation des bornes d'incendie, des services reliés à la voie publique, c'est-à-dire la sécurité du réseau routier, la réparation des nids de poules dangereux, l'entretien des trottoirs prioritaires, la pose et la réparation et de la signalisation des feux de circulation, le déneigement, le nettoyage printanier nécessaire à la sécurité routière, l'entretien et la réparation des véhicules et des équipements nécessaires au maintien des services essentiels, la collecte et le traitement des matières résiduelles, certaines réparations de bâtiments, les services informatiques de soutien, les services en matière d'habitation et de logement social, la police, le service de protection contre l'incendie, évidemment, le 911, le Bureau de la sécurité civile et l'Organisation municipale de la sécurité civile, les approvisionnements pour les services essentiels, par exemple la fourniture à obtenir en urgence, certains services juridiques, par exemple le criminel, certains services de ressources humaines, le 311, certains services communautaires, l'inspection urgente des bâtiments ou pour des raisons environnementales, le service du greffe pour le soutien à certaines activités démocratiques, certaines activités de communication, le centre de décision, évidemment, la direction générale de la ville, la mairie, tous les élus, le transport en commun du réseau de transport de la capitale et toutes les activités jugées essentielles selon la situation. Je veux aussi dire qu'hier, on a eu des discussions avec la ministre des Affaires municipales ainsi que toute la direction du ministère et je veux les remercier pour leur capacité à prendre des décisions rapidement pour nous permettre de doter la ville de services essentiels en fonction de nos besoins. Et ça a été possible. Je dois vous dire qu'une des inquiétudes que nous avions hier, c'était la fourniture des biens et services pour soutenir les services essentiels. Je vous donne des exemples banals de l'acide caustique pour l'incinérateur, le traitement des cendres volantes, le chlore pour le traitement des eaux. Il y avait même une ville qui avait des problèmes parce que son fournisseur de tests pour les eaux potables avait fermé. Alors, jusqu'à date, je dois vous dire que le gouvernement a fait diligence et tout le monde travaille très bien. Toutes les consultations publiques qu'on avait jusqu'à date retardées à la fin mars sont maintenant retardées au-delà du 1er mai. Alors, toutes les consultations, parce qu'il n'y a pas de droit de se rassembler, alors nous reportons toutes les consultations publiques de toute forme, de tout ordre, après le 1er mai. Nous gardons les parcs ouverts, les parcs ouverts. Toutefois, il y aura des affiches qui seront installées dans les prochaines heures pour rappeler à tous et à toutes la nécessité de la distanciation sociale. On va expliquer aux gens, rappeler aux gens qu'ils doivent se garder à distance les uns des autres. Par ailleurs, les chalets, c'est-à-dire les locaux qui sont associés au parc seront fermés pour des raisons sanitaires et nous demandons aux gens, nous interdisons l'utilisation des modules de jeu pour les enfants. On pense que c'est important. Comme on est en service essentiel, il n'y aura pas de surveillants parce que dans les derniers jours, on avait des gens de la ville qui faisaient le tour des parcs pour savoir comment ça se passait. Alors, en service essentiel, ce ne sera pas le cas. Alors, on aura de l'affichage qui s'installera dans les prochaines heures pour expliquer comment on souhaite que les gens se comportent dans les parcs et le même affichage sera installé devant les modules de jeu pour expliquer que l'utilisation des modules est interdite. Alors, écoutez, ce sont des mesures drastiques, mais je veux vous dire que comme maire de Québec, nous, comme administration, on ne pouvait pas continuer à payer et garder à notre emploi des gens pour lesquels on n'avait pas de travail à donner. À 2000 personnes, c'est beaucoup de monde. Ce sont des gens qui étaient employés à la ville, soit pour quelques heures et d'autres à temps plein.
Mais en toute justice pour ceux et celles qui payent des taxes, on a pensé que nous, à Québec, on ne pouvait pas garder notre emploi des personnes à qui on ne pouvait pas donner de travail. Et au total, actuellement, sur les 5 300 employés qui restent, 95 % des gens ont du travail à faire, que ce soit sur place physiquement ou par télétravail. Et on en a 275 sur appel et en disponibilité. Puis je suis certain que dans les prochains jours, peut-être qu'ils seront utilisés. On verra. Alors, voilà les décisions difficiles qu'on a prises, mais on gère la ville. On a un budget qui déjà va changer parce qu'on travaille très fort sur le budget de l'année. Pas besoin de vous dire qu'il y a des revenus qui seront en diminution. Alors, il faut commencer à penser à équilibrer ce budget-là qui, au moment où on se parle, est un peu en déséquilibre. Mais on va faire ce qu'il faut. C'est notre travail de gestionnaire de faire tout ce qu'il faut. Et je dis aux 2000 personnes qu'on a dû mettre à pied, bien, on est désolé. Mais on pense que c'est justice, c'est équitable pour tous ceux et celles qui payent vos salaires. Et on espère vous rembaucher éventuellement quand nous remettrons en marche les services de la Ville. Mais jusqu'à date, on verra. Je veux juste vous dire qu'on verra pour le reste. Parce qu'on ne sait pas nous-mêmes de quoi sera fait la prochaine semaine ou le prochain mois. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Alors, nous allons commencer avec Jean-François Néron. Là, je comprends qu'on est à distance avec la plupart des journalistes, c'est ça? J'ai jamais vécu ça. Merci d'être là, monsieur. Monsieur Labaume, précision, on va débroussailler tout ça pour bien comprendre les chiffres. Tout à l'heure, vous avez dit que l'administration avait mis 1600 personnes à pied, 400 lundi, hier, donc on est à 2000. C'est ça? 1600 la semaine dernière et 400 aujourd'hui. Aujourd'hui même. Ouais. Donc, on est à 2000. Vous avez dit, j'ai compris, 27 % de l'effectif. C'est-à-dire que nous, là, ce n'est pas des ETC, des équivalents temps complet. On a 7300 employés qui vont de l'employé de bord à Exposité jusqu'aux gens qui sont à temps plein pour la Ville. Alors, 2000 de ces 7300-là ont été mis à pied. Il nous en reste 5300. OK? De ces 5300-là, au-delà de 1500 sont en télétravail. 3200 sont au travail, en service essentiel. De ce 3200-là, il y en a 275 en disponibilité. Vous en avez à peu près 340 qui sont en confinement. Certains donnent du travail en télétravail là-dedans, puis il y avait déjà à peu près 200 à 300 personnes absentes pour différentes raisons, et vous avez le compte. Avez-vous, à votre connaissance, d'autres villes de la taille de Québec, ailleurs, qui ont procédé de la même façon déjà? Je ne crois pas. Ça peut créer un débat, on est très conscient, mais c'est notre culture de gestionnaire à Québec qui, selon nous, a imposé ces décisions-là. Merci. Alors, nous allons passer à José Lagagnère, TVA, en conférence téléphonique. Oui, bonjour. Peut-être juste nous expliquer un peu les gens qui sont touchés là, par les mises à pied. C'est-tu des gens des bibliothèques, des arénas? Juste peut-être faire, je ne sais pas s'il y a un portrait type là, de ces personnes-là. Alors, peut-être vous donner, attends un petit peu, je vais fouiller dans mes papiers un petit peu, je l'ai ici. Alors, juste pour vous expliquer, bon, évidemment, vous avez les gens de ce qu'on appelle l'aquatique, les piscines sont fermées. Vous avez, tout ce qui concerne Exposité, le centre de foire. Vous avez les gens des loisirs parce qu'on a fermé nos installations de loisirs. Vous avez des cols blancs et des cols bleus qui étaient à notre emploi, qu'on a mis à pied. Vous avez... alors, c'est le genre de personnes qu'on a mis à pied. Il y a évidemment... Et ce sont des non réguliers. Je vous rappelle que certains travaillaient un certain nombre d'heures par semaine à la Ville. Certains étaient saisonniers. D'autres étaient à temps plein. Mais ils avaient le statut de non régulier. Il y a aussi des professionnels là-dedans. Et il y a des cols blancs et des cols bleus. Merci. Pas de questions? Olivier Lemieux de Radio-Canada. Oui, bonjour tout le monde. Ma question est pour M. le maire. Monsieur le maire, j'ai été en contact aujourd'hui avec l'Union des municipalités du Québec. Évidemment, on sait que les villes ne peuvent pas faire de déficit de par la loi. Mais ce qu'on me dit, c'est que la situation est à ce point difficile qu'on n'écarte pas des moyens légaux éventuellement pour changer ça. Est-ce que vous, à la Ville de Québec,
vous écartez tout déficit à ce stade-ci? Écoutez, on verra, on est en mars, là. On a des scénarios de prêt. Alors, d'un point de vue comptable, il y a des solutions. D'autre part, nous, on travaille déjà sur des plans pour diminuer nos dépenses parce qu'il y a des revenus qui vont diminuer. Et je pense qu'il est un peu tôt pour discuter de ça. Moi, on a tout réfléchi à ça. On va commencer par... Le gouvernement est très occupé, là. Je pense qu'en mars, que ce n'est pas le moment de commencer à discuter ça avec le gouvernement. Il y aura un moment pour en discuter avec eux autres. Alors, on verra. Là, on est seulement en mars. Le budget, l'année financière se finit le 31 décembre. Nous autres, on prépare nos stratégies, tout d'abord pour discuter avec le gouvernement. Puis, d'autre part, on prépare nos stratégies, des stratégies comptables, puis des stratégies pour travailler sur nos revenus et nos dépenses. Et l'objectif est évidemment de tenter de faire en sorte de balancer notre budget, parce qu'on n'a pas le droit, au moment où on se parle, de faire des déficits. Mais il y a toutes sortes de moyens qui existent, parce que nous, à la Ville de Québec, on a été les premiers en 2008. Lorsqu'il y a eu un crash boursier, on a été les premiers à l'époque pour informer le gouvernement de la situation, parce qu'à l'époque, ce qui nous a fait extrêmement mal, ce qui nous faisait mal, c'était le déficit des régimes de retraite. Et il y a à l'époque des solutions qui ont été trouvées. Alors actuellement, on travaille sur ces solutions-là à la Ville de Québec. Je travaille très fort avec Luc Monti, qui a été sous-ministre des Finances du gouvernement du Québec. Alors, on a toutes sortes de scénarios, mais on veut en discuter quand même avec le gouvernement avant. Et on verra, le temps venu, ce qu'il faudra prendre comme décision. Mais là, comme le premier ministre est déjà en train de tenter de sauver des vies, on pense que ce n'est pas le moment. On va laisser le premier ministre et son conseil des ministres tout d'abord sauver des vies. Deuxièmement, ces gens-là travaillent comme nous autres sur la reprise économique, parce que nous autres, ce qui nous importe aussi actuellement, c'est de gérer la ville, de donner des services, mais de se demander comment on peut faire pour exécuter les 866 millions de budget d'immobilisation qu'on a voté, et ça ne sera pas simple, je peux vous dire ça. Alors, il y aura un moment pour discuter de ça avec le gouvernement, mais là, le premier ministre, avec le docteur Arruda et la ministre McCann, tente de sauver des vies. On va les laisser travailler. Alors, chaque chose en son temps, mais ce n'est pas la bonne semaine pour en discuter. En sous-question, M. le maire a annoncé comme ça quand même des suppressions temporaires d'emplois, 2000 employés temporaires, c'est évidemment énorme aujourd'hui. Est-ce que vous regardez déjà des projets de la Ville qui pourraient être repoussés ou carrément arrêtés? Bien, des projets de la Ville, je vais vous dire, s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est repousser des projets de construction ou d'immobilisation. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Emprunter 100 millions de dollars aujourd'hui, ça coûte... Je vais vous sortir ça pour vous montrer où on est rendu, là. Emprunter 100 millions de dollars aujourd'hui, ça nous coûterait 1,2 million dans la prochaine année. Alors, c'est vous dire comment emprunter est facile. Et ce qui va être important, puis je le répète, ce que j'ai dit la semaine dernière, ce qui est important, c'est qu'il y ait des liquidités dans le système. Le premier ministre a dit que, lui, les projets d'infrastructure seront une priorité pour faire travailler les gens et s'organiser pour qu'il y ait de la liquidité dans le système. Actuellement, là, nous, comme ville, la meilleure chose qu'on peut faire pour les entreprises, les commerces et les individus, c'est tout d'abord de faire ce qu'on a fait, de retarder leur paiement de taxes. Le prochain est retardé jusqu'en août. On leur donne des mois pour conserver leur liquidité pour survivre. Il n'y a pas de meilleure mesure qu'une ville peut faire actuellement que celle-là. Puis l'autre mesure, pour tenter de faire en sorte que les gens travaillent et qu'il y ait des liquidités dans le système, c'est de faire en sorte que nos travaux se fassent. Parce qu'ils doivent être un jour ou l'autre, elles doivent être faits un jour ou l'autre, et qu'actuellement, emprunter, ça ne coûte rien. Mais c'est ce qui est toujours important, c'est pas qu'emprunter, ça ne coûte rien, le principal. C'est qu'il y ait de l'investissement en infrastructure
pour qu'ils se donnent des contrats que les gens travaillent et qu'ils consomment. Alors, à la Ville de Québec, ce qu'on peut faire pour l'économie, c'est ça. C'est de retarder les paiements de taxes pour qu'il y ait des liquidités qui restent dans les poches des commerces, des entreprises et des individus puis des familles, puis ensuite faire en sorte que ces entreprises-là travaillent, que des gens aient un salaire, que les commerces aient des consommateurs. Et tout faire ça sans avoir de déficit. C'est ça notre travail. Alors, au-delà de ça, il n'y a pas rien qu'on peut faire qui peut être plus utile que ça. Parce que pouvoir injecter 866 millions dans l'économie, si on est capable de le faire, puis au moment où on se parle, je ne suis pas capable de vous le garantir, parce que je vais vous dire, au moment où on se parle, la chaîne d'approvisionnement est disloquée. Aujourd'hui, donner un contrat, ce n'est pas garanti qu'on va avoir des soumissions parce que les contracteurs ne savent pas aujourd'hui ce que coûte un panneau de gypse. Aujourd'hui, si vous êtes capable de me dire ce que va coûter un panneau de gypse de Gyproc dans 2 semaines, bien, vous êtes bon parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on connaît le prix de nous autres. Alors, les entreprises, actuellement, pour coter sur un projet de la Ville de Québec, ils ne savent pas quel est l'état des dizaines de sous-traitants qu'ils ont besoin, puis ils ne savent pas quels seront le prix des matériaux dans les prochaines semaines. Au moment où on se parle, la chaîne d'approvisionnement est disloquée. Alors, l'intention, c'est de faire en sorte qu'il y ait des liquidités dans le système. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de faire réaliser nos travaux? Tous nos travaux, je ne suis pas capable de vous donner la réponse aujourd'hui, puis il n'y a personne au Québec qui est capable de vous donner au pays, puis même dans le monde. Alors, nous autres, dans nos services essentiels, même qu'il y a des gens qui demeurent aux approvisionnements, à l'ingénierie, parce qu'il faut travailler sur la suite des choses. Travailler sur la suite des choses en fonction des liquidités qu'on va envoyer dans le système, c'est comment on peut construire, comment on peut donner nos contrats, puis au moment où on se parle, on n'a pas les réponses. Alors, ça travaille fort ici pour faire face à toutes les hypothèses. Merci. Prochaine question, Martin Busutil, Choix Radio X. Oui, bonjour, M. le maire. Tout à l'heure, vous avez parlé de soucis d'équité envers vos concitoyens. Est-ce que vous n'aviez pas une crainte qu'à un moment donné, il se crée 2 classes de citoyens, c'est-à-dire ceux qui ont perdu leur emploi, qui travaillent au privé, et les employés de votre fonction publique? Est-ce que c'était quelque chose qui vous concernait, ça, dans les derniers? Ce n'est pas les employés de la fonction publique de Québec, ce sont tous les employés du public en général. Alors moi, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là, parce que je ne veux pas dire aux autres quoi faire. Chacun prend sa décision. Nous autres, à la Ville de Québec, on a pris cette décision-là. Ça nous regarde et on assume. Alors, je ne veux pas embarquer dans un grand débat public versus privé, parce qu'il faut qu'il y ait encore du monde, qu'il y ait une paye, parce que si tout le monde perd sa paye, il n'y a plus personne qui va consommer, puis on va être encore on va être encore plus dans le trouble. Alors, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là. Ce qui est important, c'est que nous, à la Ville, on pense qu'on a pris la décision nous concernant, avec notre situation, puis pour le reste, je laisse les gens prendre leurs décisions, mais je ne veux pas qu'on ait de l'air à faire les SMAT parce qu'on a fait ça. C'est notre décision, on assume, mais ça nous regarde, nous, la Ville de Québec. Sous question. Sous question, M. Labaume, est-ce qu'à l'heure où on se parle, vous travaillez toujours sur le projet de réseau structurant? Est-ce qu'il y a eu des mises à pied au bureau de projet ou vous travaillez encore? Non, le bureau de réseau structurant, le principe, c'est est-ce que ceux qui ont de l'ouvrage travaillent? Ceux dont on n'a pas besoin, à qui on n'a pas de travail à donner, ne travaillent pas. Au bureau de projet, tout le monde a de l'ouvrage jusqu'aux oreilles. Alors, tout le monde travaille. Merci. Excusez-moi, 100%, excusez-moi, c'est vrai, 100% du bureau de projet est en télétravail actuellement. Ils sont organisés pour. Là-dessus, justement, M. Labaume, est-ce que vous pourriez envisager certains retards ou même en télétravail, le travail avance bien? Ça va bien. Merci. Alors, prochaine question, Stéphanie Martin, Journal de Québec. Je vais continuer sur le même enjeu là, par rapport au retard appelé en gros projet à Québec, le tramway en premier lieu, mais aussi le centre Saint-Roch, la bibliothèque Gabriel Roy et tous les chantiers qui doivent démarrer au printemps, M. Labaume, dans le contexte que vous venez de décrire. Est-ce que c'est pas illusoire
qu'on n'aura aucun retard ou délai sur tous ces gros projets-là qui étaient en branle. Mais il n'y a personne qui a dit qu'il n'y aura pas de retard, là. Il n'y a personne ici qui dit qu'il n'y aura pas de retard. Il n'y a personne qui a dit ça. Je dis seulement que je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je ne vous dis pas, il n'y a personne qui dit qu'il n'y aura pas de retard ici. Je n'ai pas entendu ça. Moi, je ne l'ai pas dit en tout cas. Alors, pour le reste, Donc, on n'a pas la réponse aujourd'hui. On ne l'aura pas cette semaine. Il va falloir voir comment va l'économie. On n'est pas des magiciens à Québec. On n'est pas plus magiciens qu'à Trois-Rivières et qu'au gouvernement du Québec. Le premier ministre se pose la même question que le maire de Québec actuellement. Se pose la même question, le premier ministre du pays doit se poser la même question, puis je vous annonce qu'il n'y a pas de réponse. Sous question. donc, pour vous, quel est le pire scénario que vous devez travailler sur des scénarios? Ben, moi, je travaille toujours sur le scénario le plus réaliste et je suis un gars optimiste de nature, alors il va y avoir une fin à ça, puis on va s'en sortir. Et nous autres, à la Ville, on a un plan de match, puis on va tenter de l'exécuter, si tant est que c'est possible dans l'état où est la société actuellement. Et là, c'est une réponse pas mal plus macro qui est à donner. Puis le problème, c'est que personne ne possède la réponse actuellement. Vous demanderez à n'importe quel chef d'entreprise au pays actuellement, il n'y a pas la réponse, il n'y a pas un gouvernant qui a la réponse. Alors, l'important, c'est qu'on se fasse des plans, des stratégies, qu'on prenne des décisions, qu'on se fasse plusieurs scénarios, puis qu'à un moment donné, dépendamment comment ça va de l'économie, on puisse en appliquer un ou quelques-uns. Alors, quand on vous a dit la première journée qu'on vous a rencontré, on est dans l'anticipation. Alors, on tente d'anticiper ce qui s'en vient. Anticiper, c'est-à-dire une anticipation financière. Alors, comment gérer la Ville, les finances de la Ville, en anticipant plusieurs scénarios? Comment participer à la reprise économique en anticipant plusieurs scénarios? Aujourd'hui, il y a une chose qu'on contrôle jusqu'à date, c'est notre capacité de donner des services à la population. On le contrôle jusqu'à date. Espérons que ça va continuer. En passant, je veux remercier les employés de la Ville de Québec pour leur façon d'être, puis je vais prendre un anglicisme, dédié envers leurs concitoyens. Je veux remercier aussi les syndicats de la Ville. Ils sont... c'est pas facile. On leur annonce des décisions qui sont difficiles, mais je pense que tout le monde, en général, comprend la situation. Alors, on tente de contrôler ce qu'on peut contrôler à l'heure qu'il est, à la journée où on est. Merci. Pour finir ce premier tour de questions, j'ai une question par courriel de Mme Isabelle Porter du journal Le Devoir qui n'a pas pu se connecter. Donc, elle vous demande qu'est-ce qu'on entend exactement par employé non régulier. Pouvez-vous donner des exemples de postes, de domaines ou de secteurs visés? Bien, je viens de les donner. Parfait. Je viens de les donner. Alors, deuxième tour, nous allons recommencer avec Jean-François Néron. Jean-François Néron qui est le seul qui est ici, mais qui est à distance de plusieurs mètres. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure je suis ici. J'aimerais... Revenons sur le budget que vous devez réévaluer. Quels sont les postes budgétaires de revenus que vous anticipez en baisse cette année, principalement, pour donner des exemples? Il y en a un qui est évident. Là. Je pense que le transport collectif, Rémi vous dira tantôt qu'il n'y a que 20 % de la clientèle actuellement qui prend le transport collectif. Alors, il y a des revenus qu'aura pas le RTC et il y a notre part dans ces revenus-là. Je pense que les revenus d'Exposité puis du centre de foire ne seront pas les mêmes, etc., etc., etc. Alors, bon, écoutez, ceci dit, je ne peux pas toutes les prévoir, mais il y en a des évidents comme ceux-là. Là. Dans vos projections, puisque vous avez des projections, des scénarios optimistes, plus pessimistes, est-ce qu'il y a, par exemple, une baisse du nombre de transactions immobilières qui amène moins de... On pense que ce qu'on appelle les mutations immobilières, il va en avoir pas mal moins. On a l'impression que cette semaine, il doit se faire un petit peu moins, dans le prochain mois, il va se faire moins de transactions. Déjà, on a pris des réserves là-dessus. On l'a compris. Alors, c'est un paquet de facteurs dont il faut tenir compte. Le principal problème de cette crise-là, tout le monde s'entend pour dire que c'est la durée. On ne connaît pas la durée. Si on savait que ça se termine dans 2 semaines, le problème serait moins grave. Ça réglerait notre problème. Maintenant, comme on ne le sait pas, quand on parle de scénario à long terme, on sait déjà que le fait qu'il n'y ait pas d'école, c'est un casse-tête pour les parents. Est-ce qu'il y a une date butoir que vous imaginez pour laquelle on se dit, passé cette date, les camps d'été de jour sont compromis? Attendons.
attendons. Vraiment, on est en mars. Il y a encore de la neige, là. Laissez-nous respirer par le nez parce qu'on est actuellement dans le service essentiel. Je ne dis pas que ce n'est pas essentiel parce que les parents ont des enfants qui grattent les murs, là, puis je comprends. C'est difficile pour tout le monde. Mais là, on n'est pas rendu là. On va y aller, on va manger l'éléphant tranche par tranche. Alors, on n'est pas rendu à cette tranche-là. Merci. Alors, seconde question, José Lagagnère, TVA. C'est bon pour moi, merci. Merci. Olivier Lemieux, Radio-Canada. Oui, une question de plus pour ma part, et j'ai peut-être raté une réponse, là. Vous m'excuserez si c'est le cas. Ma question concerne le RTC. Est-ce que des mises à pied temporaires sont envisageables du côté du RTC avec possiblement une réduction de l'offre de transport en commun? Alors, M. Normand est ici, va répondre à votre question. Je vous rappelle que c'est un service essentiel, hein? Oui, jusqu'à date, le gouvernement nous a demandé de maintenir nos services. Alors, c'est ce qu'on fait. Il y a toutefois à l'examen présentement un exercice qui est fait dans toutes les sociétés de transport du Québec, en concertation les unes avec les autres, pour voir s'il n'y a pas moyen de diminuer l'offre de services. Parce qu'on est à peu près à 90% présentement. Je vous rappelle qu'on a abandonné les parcours scolaires et les parcours 300 et on essaie de maintenir le plus possible pour répondre à la demande du gouvernement, mais on a à peu près 20% d'achalandage dans nos bus. Donc, c'est 5 fois moins qu'à l'habitude. Alors, on est en train d'examiner différents scénarios pour réduire le service. Est-ce que ça va induire des mises à pied? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Ce qu'on a au RTC, c'est des permanents et des temporaires. Mais les temporaires, ce sont des gens qui sont sur appel. Alors, ils n'ont aucune garantie de service actuellement, d'heures garanties par semaine. Donc, s'ils ne rentrent pas, ils ne sont pas payés. Alors, c'est le principe de base des temporaires au RTC. Le reste, ce sont tous des permanents. Alors là, il y a des questions de convention collective qui s'appliquent. Il faudra regarder toutes ces dimensions-là. Mais on est en train d'examiner cette question-là actuellement avec les autres sociétés de transport. Oui, puis Rémi vous dirait qu'il y a une concertation avec le ministère des Transports aussi. Oui, aussi. C'est ça. Alors, en sous-question, si je vous comprends bien, M. Normand, vous nous dites, dépendant de la réponse du gouvernement, il y aura peut-être réduction additionnelle de services. Et il y aura peut-être mise à pied. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la proportion des temporaires versus les permanents parmi les effectifs de vos chauffeurs? Je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui. Écoutez, on n'est pas rendu là. Pour répondre. Au moment où on sera rendu là, Rémi vous donnera la réponse. Mais là, ça ne donne rien de spéculer pour l'instant. OK, merci. Alors, merci beaucoup, M. Martin Busutil, Choix Radio X. Oui, dernière question pour ma part, M. Labombe. Du côté de Lévis, tout à l'heure, on a annoncé qu'on offrirait des prêts aux entreprises pour les aider à avoir des liquidités à court terme. Bon, le maire exclut pour l'instant une pause pour la taxation des entreprises, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient s'en venir du côté de Québec pour soulager à court terme les entreprises qui se voient obligées de fermer pour les 3 prochaines semaines? Écoutez, nous autres, notre changement de date pour les taxes, ça permet actuellement en moyenne 325 millions de liquidités additionnelles. Alors, à Lévis, ils mettent 1 million. Bon, peut-être qu'ils pensent que c'est important. Nous, on pense que c'est préférable de reculer le paiement des taxes parce que ça met des centaines de millions de liquidités dans le système. Il n'y a rien de plus payant que ça actuellement pour tenter de garder un peu l'économie en vie, là. On ne peut pas faire mieux que ça. Le reste, ça serait des détails inutiles. Là. Sous question? Semblerait-il, c'est ce que le maire d'Olivier nous disait, qu'il y aurait peut-être des discussions à ce niveau-là à l'UMQ, c'est-à-dire d'uniformiser une stratégie pour toutes les municipalités du Québec, pour les commerçants, pour les résidents. Est-ce que vous êtes au courant d'une initiative? Non, mais il y a des discussions à l'UMQ, mais nous, regardez, je suis solidaire de l'UMQ, mais moi, j'ai la 2e plus grosse ville du Québec, et pour les prêts de 50 000 et moins, parce que le gouvernement garantit des prêts ou fait des prêts de 50 000 et plus. On a signifié, nous autres, la Ville de Québec, au gouvernement, qui devrait peut-être accepter aussi de faire des prêts de 50 000 et moins. Alors, je pense que ces discussions-là peuvent être pas mal plus payantes que nous autres même commencer à jouer au banquier, là.
Ça ne donne rien de faire ça. Ce qui est important, c'est de retarder le paiement des taxes pour laisser des liquidités et mettre en branle nos 866 millions d'investissements pour qu'il y ait des liquidités. Il n'y a rien qui va arriver avec ça que de mettre 2-3 millions dans un programme. Pour nous autres, c'est inutile. Là. Merci. Stéphanie Martin, Journal de Québec. Oui, je reviens sur les chantiers, mais routiers cette fois-ci. On a parlé il n'y a pas si longtemps de Hochelaga, par exemple, qui devait commencer à la mi-avril avec la route de l'Église. Par exemple, sur Henri IV, là, ça vient d'être arrêté. Est-ce que de votre côté, vous devez envisager aussi de reporter ce chantier-là? On va vous informer on sera certain de ce qu'on pourra dire. Alors, on fait des mises à jour sur les plus gros chantiers, ceux qui viennent le plus rapidement, mais on vous informera quand on aura la vraie réponse, mais la bonne. Alors, au moment où on se parle, on n'a pas les réponses à ça. Combien de grands chantiers comme ça sont en ce moment dans une espèce de vide là, en attendant les réponses que vous attendez? Bien, vous avez le programme d'investissement quinquennal, regardez-le, et c'est là-dessus qu'on questionne tout ça actuellement. On se demande lesquels, dans ces 860, quels chantiers des 866 millions d'investissements pourront démarrer le plus rapidement possible. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille, mais on n'a pas la réponse parce que la réponse ne nous appartient pas. Nous, on a l'argent qu'il faut, on est équipés pour superviser tous ces travaux-là. Le reste, c'est une question, je le répète, là, c'est la chaîne d'approvisionnement. À quel niveau cette chaîne d'approvisionnement-là est-elle disloquée? C'est la réponse que la question que tout le monde se pose actuellement, et on n'a pas la réponse. Merci. Alors, nous avons fait le tour pour le deuxième tour de questions. J'ai vu Jean-François Néron, on avait une dernière. Nous allons faire les questions en anglais après. Oui, vous avez déposé un dernier budget, 1 milliard 550 millions. Parmi les scénarios qui sont évoqués avec la baisse des revenus possibles, c'est quoi la fourchette de diminution en pourcentage? Beaucoup trop tôt, là. Regardez, on travaille pour balancer le budget. Alors, c'est toujours notre objectif. Nous autres, on travaille en fonction de balancer le budget. Alors, on est en mars, là, on est 3e mois de l'année, puis il y en a 12 dans l'année. Laissez-nous travailler, ça fait une semaine qu'on est dans cette crise-là. Pas besoin de vous dire qu'on n'a pas toutes les réponses, mais on est responsable, puis on espère qu'on a un peu de talent. Merci. Alors, pour les questions en français, est-ce que nous avons d'autres questions complémentaires? C'est beau pour tout le monde. Alors, les questions en anglais, Josh Cran de CBC. Bonjour tout le monde. Yeah. Mr. LeBaume, can you just explain in English for me what you're saying you have to lay off 2,000 employees from the city of Quebec? Obviously, that's a very difficult decision. Can you explain why you made that decision and what the consequences of that are for people who work for Quebec? But first of all, it's a question: do we have some work for them? So we didn't have any work for them. So, and the other thing is it's a question of equity. We have thousands of people that are paying taxes that are losing their job. So based on that, how can we keep people? How can we keep paying people without work for them? I mean, based on that, we decided that in terms of equity, that was normal to make sure that we would keep the people that could work for the people, keep the people for whom we had work to do. So I think it's fair. So this is our decision. We're not going to question what other city would do, but that is based on that, on equity. Some question? And you talked a lot about how the supply chain is dislocated or broken right now. What are the challenges that the city is facing with all of these massive infrastructure projects that you had planned, like the tramway and other construction projects that were supposed to be happening in the spring and summer? What are the challenges you're facing right now? Well, the thing is, what is the state of the economy right now? Actually, we don't know. So we have a lot. Let's say we have hundreds of millions
that are planned for investment, but yet we cannot tell you when we're going to be able to start to invest. And the question, what is the price of wood actually right now? What is the price of the means? We don't know. So, and I would tell you that the Prime Minister of this country doesn't have the answer, and this is the same case for the Premier. So everybody's trying to understand what's happening in the economy. I guess we're going to have some answers in the next weeks. But so far, we're there. We have the money, and we just want to make sure that there's a, our strategy at the city level is to make sure that this, as much as liquidity that would be necessary for the economic system in town. So this is why we just delayed the payment of taxes. So we should know in the weeks, in the coming weeks. So we'll see. OK, merci. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir.